Dans les instances de l'Union européenne, on parle de modalités, de mise en œuvre ou encore de trilogue au risque de dérouter les citoyens. La Commission a actualisé son manuel sur le jargon, suggérant des expressions plus directes, mais la pratique persiste. À l'approche des élections, les eurocrates sont-ils en train de perdre la bataille du public avec ces termes compliqués? Et comment peuvent-ils contrer des populistes qui usent d'un certain franc-parler et qui gagnent du terrain, ou plutôt des électeurs, en employant des mots qu'ils comprennent? Bonjour et bienvenue dans The Network, un débat intense avec un réseau de personnalités connectées dans cette édition. Ici à Bruxelles, Diego Marani, romancier et traducteur, auteur du livre Europanto. Également à Bruxelles, dans le studio d'Euronews, Denis Abbott, porte-parole de la Commission européenne pour l'éducation, la culture, le multilinguisme et la jeunesse. Et Doris Pack, présidente de la Commission de la culture du Parlement européen et membre du Parti populaire européen, le PPE. Alors bienvenue à tous. Première question pour Doris. Quel est le mot que vous haïssez le plus dans ce jargon européen? Y a-t-il un mot que vous préférez pour dire la même chose? Je ne dirais pas que je le hais, mais le mot le plus incompréhensible pour moi, c'est semestre européen. C'est récent, nouveau. C'est un fait que la Commission a un droit de regard sur le budget des États membres et c'est ce qu'on appelle le semestre européen. Ce n'est pas compréhensible pour les électeurs. Absolument. Denis, quel est le mot que vous détestez le plus? Par où commencer? C'est comme choisir son film préféré, il y en a tellement. Vous parlez de modalité, je n'aime pas l'expression établissement d'enseignement supérieur, je préfère dire université. Je n'aime pas le mot valorisation parce qu'il n'existe pas en anglais, il y en a tellement. Ok Diego, qu'en pensez-vous? Le pire mot, je pense, c'est actorness, actorité en quelque sorte. Je viens de le lire dans un document. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à dire. Je pense que cela signifie être acteur, accomplir quelque chose, mais il y a tant de termes comme ça, par exemple dans ma langue, comme implementazione, qui dérive d'un mot anglais horrible et génère un mot italien horrible. Tout à fait. Denis, pourquoi continue-t-on à utiliser ce jargon européen? En toute franchise, les institutions de l'Union aiment ce jargon. Elles aiment les langages bureaucratiques, mais c'est le cas aussi des gouvernements et des administrations à Paris ou à Londres. Partout dans le monde, les bureaucrates emploient un langage bureaucratique. Oui, mais dans certains cas, on leur demande d'utiliser ces termes. Doris, quel est votre point de vue? Je pense que parfois c'est difficile de trouver la bonne traduction. Alors on utilise un mot comme mission. Mission, pour moi, c'est un terme militaire. Mais c'est un mot qui est utilisé dans les instances européennes pour tout et n'importe quoi. Quand on se rend à l'extérieur, quand on veut s'intéresser aux problèmes des Balkans, aux questions d'éducation, on part en mission ou on remplit une mission. Donc je trouve ça fou. Ok Diego, on en a parlé hors antenne. Que dire d'acquis? Pourrait-on utiliser un autre terme que ce mot français? Eh bien, il y a des solutions, mais je pense qu'acquis en est une très efficace. Je ne suis pas contre les mélanges quand ils aident à la compréhension, donc je ne suis pas contre le jargon, contre un langage spécifique quand il permet d'être compris. Ce qui est important, c'est que nous n'oublions pas que l'Europe est une invention nouvelle. Donc elle génère des notions nouvelles, des mots nouveaux, et on doit en tenir compte. Ok, mais Denis, est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression de se retrouver devant le menu mal traduit d'un restaurant chinois? Oui, c'est vrai. Pour ceux que ça intéresse, l'acquis, ce sont les règles de l'Union européenne. Je n'utilise jamais ce terme. Mais le problème réside en partie dans le fait que les mots que nous utilisons en anglais dans les institutions sont tirés du français. On a abouti parfois à un mélange des deux langues qui ne fonctionne vraiment pas. Doris, nous sommes ici dans le microcosme bruxellois. Comment faites-vous pour vous en échapper, pour ne pas être contaminé par ce jargon européen? Je pense qu'on ne peut pas s'en échapper. Mais je ne m'adresserai jamais à mes électeurs en utilisant ce langage. On doit le traduire dans un langage normal et utile pour communiquer. Mais comme je viens de l'entendre, je pense que c'est incroyable que l'anglais que nous parlons ne soit en réalité pas celui de Shakespeare et d'autres auteurs. La situation est un peu délicate. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils parlent bien anglais, mais ce n'est pas le cas. Ils parlent un anglais européen et il n'est pas correct. Tout à fait. Diego, avant les élections européennes ce printemps, que fait-on pour chasser cette terminologie qui déroute une partie du grand public? Les populistes ne parlent pas comme ça.
Eh bien, on peut parler de façon claire quand on a les idées claires sur ce que nous voulons faire avec l'Europe. C'est un énorme problème. Mais encore une fois, nous devons aussi tenir compte du fait que l'anglais que nous parlons en ce moment est devenu le latin de notre temps. Et en tant que langage international, il est inévitable que ce langage soit influencé par les langues maternelles de tous ceux qui le parlent. Ok, mais pourquoi dire les acteurs plutôt que les gens impliqués? Denis, il doit y avoir un moyen d'utiliser d'autres termes qui ne déroutent pas le grand public. On peut toujours s'exprimer autrement, et acteur, c'est un terme que je ne supporte pas. Pour moi, un acteur, c'est Sean Connery. Ce n'est pas un individu qui fait quelque chose. Bien sûr, on peut toujours dire les choses autrement, et c'est important de le faire, parce que tant de personnes dans le monde ont l'anglais comme première ou deuxième langue. Il y a tant de publications de la part de la Commission ou du Parlement qui sont ensuite diffusées sur les sites Internet, etc. C'est essentiel de s'en préoccuper. Doris, de nombreux eurodéputés vont faire face à des élections compliquées ce printemps et ils devront se confronter à ce problème. Bon nombre d'entre eux vont devoir changer de langage pour tenter de barrer la route aux candidats populistes. Non, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Ce jargon européen existe, mais je ne parle jamais comme ça dans ma circonscription. On parle dans nos langues respectives et on essaie de ne pas utiliser ces mots bizarres qui sont incompréhensibles. Comme je l'ai dit, semestre européen. Personne ne comprendrait. Je dis les choses comme elles sont. Je peux traduire de quoi il s'agit, car je sais de quoi il s'agit, et je peux même dire les choses dans mon dialecte, si besoin. Ok, Diego, si vous étiez candidat pour les européennes, comment feriez-vous pour prendre le dessus sur les populistes qui usent d'un certain franc-parler? Eh bien, j'essaierai de parler de manière claire, d'aller au cœur des choses et d'éviter le jargon. Mais j'expliquerai aussi que ces nouvelles notions qui émergent sont totalement nouvelles. L'Europe est un projet politique révolutionnaire et inévitablement, chaque mot que nous utilisons est le résultat d'un compromis. Et ça, on peut l'expliquer au grand public. Ok, Denis, comment expliquer ça en tant que porte-parole? Eh bien, l'une des choses que je dirais en tant que porte-parole, c'est qu'il est important d'utiliser un langage non pas populiste, mais populaire. En 1940, Winston Churchill a dit aux fonctionnaires qui étaient autour de lui, n'hésitez pas à utiliser un langage bref et oral. Et je pense que c'est ce que nous devons faire davantage. Ok, Doris, qu'en pensez-vous? Je parle dans ma langue et avec mes capacités de compréhension. Je travaille sur la législation, j'en parle et je l'explique. Il est de notre ressort d'expliquer notre travail. Et on ne peut pas utiliser chez nous le même langage que celui que nous utilisons pour débattre en ce moment. Faut-il supprimer une partie de ce jargon de certains documents européens pour que les citoyens puissent mieux comprendre de quoi il s'agit? Diego. Eh bien, tout d'abord, les personnalités officielles dans les instances européennes devraient savoir parfaitement parler deux langues, et ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on ne doit pas oublier que l'anglais n'est qu'une de nos langues. Quand vous vous adressez à quelqu'un, vous parlez dans votre langue maternelle. Nos députés, dans leur propre pays, s'expriment dans leur langue maternelle, voire, comme Madame Pack l'a dit, dans leur dialecte. Donc, il y a différents niveaux de communication où nous pouvons améliorer les choses. Encore une fois, quand nos idées sont claires, nos mots le sont également. Denis, pensez-vous que cette question du jargon européen devrait faire partie des examens d'admission pour travailler au sein de l'Union? Oui, mais je dirais que la Commission prend déjà cette question très au sérieux. En 2010, on a lancé une campagne appelée « Rédiger clairement ». Et elle ne portait pas simplement sur le fait de s'exprimer clairement en anglais. Comme Diego l'a dit, tout l'enjeu est d'être capable de s'exprimer clairement dans toutes les langues. C'est une chose dont la Commission a conscience et elle essaye d'agir. Merci Denis, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités Diego Marani, Doris Pack et Denis Abbott. À bientôt pour une prochaine connexion dans The Network.